En quelques mots, qui est M. Guy-Rocher? Il est sociologue de renommée internationale, diplômé de l'Université Laval et docteur en sociologie de Harvard. Il est l'auteur notamment d'une quinzaine de livres, dont le célèbre Introduction à la sociologie générale, traduit en 6 langues. Il est professeur émérite de l'Université de Montréal, ainsi que chercheur au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Au cours de sa carrière, M. Rocher fut honoré de nombreux prix et distinctions. Il a même fait son entrée dans le dictionnaire Larousse il y a quelques années. M. Rocher est un intellectuel engagé, un des plus marquants au Québec. Il est aussi un homme d'action. Il fut notamment sous-ministre à 2 reprises. En outre, il a participé à la rédaction de la Charte de la langue française. Il a été membre aussi de la Commission Parent de 1961 à 1966, laquelle a réformé l'enseignement au Québec par la démocratisation du système d'éducation. Concrètement, nous pouvons affirmer que c'est en bonne partie grâce à M. Rocher que nous pouvons aujourd'hui étudier et travailler dans un cégep. Je lui laisse donc le soin de vous expliquer pourquoi les cégeps existent, quelle est l'histoire et l'évolution des cégeps. Merci. Merci de votre accueil. Bonjour. Je suis très heureux de participer à ce 50e anniversaire de votre cégep. Très heureux, c'est trop peu dire. En réalité, je devrais dire que je suis ému. Et ému d'être ici, dans ce cégep Montmorency, parce que il se trouve, comme on vient de le dire, que il y a plus d'une cinquantaine d'années, j'ai eu le privilège de participer à la conception des cégeps à travers le Québec. J'ai eu le privilège de participer à la création de quelques cégeps à travers le Québec. Et à travers les 50 ans qu'on vient de vivre, ce qui me frappe, c'est ce que sont devenus les cégeps qui étaient au départ incertains. On ne pouvait pas prévoir ce que le cégep de Montmorency allait devenir quand on l'a créé en 1969. Et je voudrais bien que ceux qui, en 1965-70, ont travaillé avec moi à la conception des cégeps, à la création des cégeps, je voudrais bien qu'ils soient encore avec moi pour voir ce que sont devenus les cégeps aujourd'hui à travers le Québec. Et ce qu'est devenu, par exemple, votre cégep, que vous avez la chance, le privilège d'y être inscrit. Parce que ce qui est frappant, c'est que ce cégep, ce collège, comme les 47 autres du Québec, se sont vraiment installés dans le Québec. Et ils se sont enracinés dans le Québec. Il y a quelques années à peine, on se demandait encore si les cégeps avaient de l'avenir. On entendait dire « il faut fermer les cégeps ». Mais voilà que depuis quelques années, on n'entend plus cela. Ce qui est frappant, c'est que votre cégep, comme les autres, sont les symboles de ce qui est maintenant, ce que l'on veut au Québec. Les cégeps ont été acceptés, reçus par les Québécois. Ils font partie du Québec et ils sont indéracinables. Et c'est ce qui est, je trouve, très frappant quand on voit l'évolution des 50 dernières années à laquelle j'ai assisté et comment un cégep comme celui-ci a développé une qualité d'enseignement remarquable et a développé des contacts à travers la communauté de Laval et est devenu, votre cégep, un pilier de développement économique, culturel, social, comme d'autres cégeps à Rivière-du-Loup, à Rimouski, à Chicoutimi, à Trois-Rivières, dans l'Abitibi. C'est le cas des cégeps et ce qu'ils sont devenus. Et c'est pour cela que je suis ému de voir ce que ici, vous vivez, quel est ce cégep.
Et ce qui est important, me semble-t-il, c'est de bien voir d'où on vient. Le cégep d'aujourd'hui, il repose sur ces 50 années. Et je voudrais, si vous voulez bien, pendant quelques minutes avec vous, parler à la fois du passé, puisque 50 ans, on regarde dans l'arrière, et puis parler un peu de l'avenir. Le cégep, il est logé au coin de souvenirs et avenir. Eh bien, on va parler en souvenir et un peu d'avenir. En souvenir, tout d'abord, votre cégep, créé en 1969, remonte directement à ce qui s'est appelé la Révolution tranquille. Les cégeps et le vôtre, ils sont issus de la Révolution tranquille, et je dis plus que ça, les cégeps aujourd'hui représentent encore les valeurs de la Révolution tranquille. Les cégeps représentent encore les objectifs de la Révolution tranquille d'il y a 50 ans, d'il y a 60 ans. Et à cet égard, les cégeps sont, à mon sens, à la fois non seulement une réalité du passé, mais ils ont inscrit le passé dans le présent. Et c'est une des formules extraordinaires que je trouve du cégep, c'est que c'est une des institutions les plus vivantes qui sort directement de cette révolution tranquille, de ce moment de grande ébullition des années 60-70. Et pour comprendre la révolution tranquille, il faut voir dans quel contexte elle se situait, et en particulier, il faut se rappeler que le 20e siècle a été marqué par deux grandes guerres, qu'on appelle la première guerre 1914-1918-19, et la deuxième, la guerre 1939-1944-45. Et ces deux grandes guerres ont marqué le 20e siècle d'une manière très profonde, et surtout la Deuxième Guerre mondiale. Car la Deuxième Guerre mondiale est une guerre terrible, une guerre qui a coûté des millions et des millions de vies, d'hommes, de femmes, d'enfants, à travers le monde. Cette guerre a cependant engagé toute une série de transformations dont nous vivons encore aujourd'hui. En particulier, c'est à travers le complexe qu'on appelait militaro-industriel que se sont développées les technologies qui ont cru d'une manière énorme pendant la guerre. Par exemple, l'aviation n'était plus la même après la Deuxième Guerre mondiale qu'avant. La navigation maritime n'était plus la même après qu'avant. Les transports, les communications, le monde des communications dont nous avons hérité, il s'est développé rapidement pendant la guerre. Et ce qui s'est passé aussi pendant cette guerre, c'est évidemment un très grand changement de ce que l'on peut appeler la géopolitique de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont pris le devant de la scène. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis étaient un pays replié sur lui-même, isolationniste, comme on disait. Après la guerre, et depuis la guerre, les États-Unis sont devenus le pays le plus puissant au monde, financièrement, économiquement, militairement, culturellement. C'est l'empire américain à travers le monde. Et cet empire américain, il a profité du fait que, avec la Deuxième Guerre mondiale, les grands empires coloniaux qui existaient en Europe se sont effondrés. L'Empire britannique, dont on disait que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique à travers l'histoire, à travers le monde, l'Empire britannique s'est complètement dissous. Les empires français, belges, espagnols, portugais se sont effondrés, laissant la place à l'Empire américain. Et en même temps que les États-Unis prenaient toute cette place, il y a, après la guerre, au moment de la guerre et avec la fin de la guerre, la Russie, qui, elle, devient le deuxième grand pays puissant à cette époque-là, et qui développe ses satellites,
et qui représente une nouvelle grande idéologie qui va jouer un rôle très important pendant quelques décennies, le communisme. Et la guerre, au sortir de la guerre, pour la première fois, nous avons un grand affrontement idéologique entre le capitalisme et le communisme. Un affrontement qui est intellectuel, qu'on vivait dans nos classes, dans nos universités, dans nos écrits, mais aussi, surtout, un affrontement politique très important. De grands pays sont devenus communistes. Autour de la Russie, les satellites de la Russie, la Chine est devenue communiste, Cuba et d'autres pays d'Afrique sont devenus communistes. En Europe, en France, en Italie, en Allemagne, le Parti communiste était devenu très important. On pensait à un certain moment que certains partis communistes allaient prendre le pouvoir. Le capitalisme a gagné dans cette lutte, bien sûr. Le communisme s'est effondré à son tour, et même les pays qui se disent communistes, comme la Chine et la Russie, sont devenus capitalistes. Mais le troisième grand changement, c'est le changement des mœurs, des mentalités. Nous avons hérité de la Deuxième Guerre mondiale une société de consommation qui n'existait pas avant, pas à ce point. Une société de consommation de tout. Nous consommons tout. Médicaments, vêtements, nourriture, tourisme, le grand tourisme commercial, qui est une nouveauté dans le monde. Tous ces bateaux de croisière, c'est vraiment la société de consommation qui est sortie de cette Deuxième Guerre mondiale. Et puis, dernier élément, ce que je souligne, c'est à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons pris conscience de l'importance de la démocratie. Car, pendant la guerre, c'est au nom de la démocratie qu'en Occident, on combattait le nazisme allemand, qu'on combattait le fascisme italien, qu'on combattait la dictature japonaise. Donc, c'était toujours au nom de la démocratie que les soldats partaient pour la guerre. C'était au nom de la démocratie qu'on ramassait de l'argent. C'était au nom de la démocratie qu'on espérait la victoire contre le nazisme. Et ce qui s'est passé, cependant, après la guerre, c'est une prise de conscience qui s'est faite dans tous les pays de l'Occident. La prise de conscience que nos sociétés n'étaient pas aussi démocratiques que nous le pensions. Nous nous étions battus au nom de la démocratie, mais nous remarquions, nous prenions conscience que nos sociétés démocratiques étaient élitistes et inégalitaires, et que nos systèmes de santé favorisaient une petite élite qui pouvait payer les services de santé, que les services de justice étaient inégalement répartis, bien sûr, et en particulier qu'à travers les pays de l'Occident, nous nous rendons compte que nos systèmes d'éducation étaient élitistes et qu'ils ne favorisaient qu'une petite partie de la population, celle qui pouvait se payer ou ceux qui avaient une chance, un privilège d'arriver dans un collège ou à l'université. Et c'était un grand désir à ce moment-là de changer la situation. Et le Québec a vécu cette prise de conscience comme d'autres. Pas mieux que d'autres, mais comme d'autres. Au Québec, nous nous sommes rendus compte que notre système d'éducation souffrait d'abord de deux problèmes. Il était vraiment injuste. Nous avions un problème de justice car il y avait une partie de la population jeune qui était exclue de l'enseignement. Et deuxièmement, nous avions un problème économique parce que le Québec était sur la voie de l'industrialisation, mais la population québécoise était sous-scolarisée. C'est bien que nous n'avions pas, en 1960, la main-d'œuvre qu'il fallait pour faire face aux exigences de la technologisation, aux exigences de l'industrialisation, aux exigences de la prise en charge de notre économie québécoise. Et c'est sur cette prise de conscience que s'est engagée une réforme importante de notre système d'éducation.
Et elle s'est engagée au nom d'un principe, c'est que, à l'avenir, disait-on en 1960, s'instruire n'est plus un privilège, comme ça l'était depuis si longtemps, mais c'est un droit, le droit à l'éducation. Et il y avait cependant, ici au Québec, deux problèmes que j'appellerais structurels, qui faisaient que cet objectif d'égalité, de droit à l'éducation, ne pouvait pas se réaliser. Un premier problème structurel, c'était que à peu près tout notre enseignement, tout notre système d'enseignement était privé, était fondé sur des institutions privées. Vous voyez, en 1960, la seule partie de notre système d'éducation qui était publique et gratuite, c'était l'école primaire, de la première à la sixième année, septième année, sixième année. Tout le reste était privé et donc payant. Les maternelles qui existaient, qui commençaient à exister, étaient payantes et privées. Au secondaire, il n'y avait pas les polyvalentes que nous avons connues par la suite. Non, non. Il y avait quelques écoles secondaires payantes et pas partout. Il y avait surtout ce qu'on appelait le collège classique, qui durait 8 ans, et qui était la seule voie royale pour accéder à l'université. Et qui était privé, bien sûr, et payant. Et les universités, il y avait 2 ou 3 universités de langue française et 2 ou 3 anglaises, étaient toutes privées et payantes. C'était donc un premier obstacle structurel à l'égalité des chances. Et le deuxième obstacle, c'était que notre système d'éducation était composé de parties qui n'étaient pas accordées les unes aux autres. C'était une sorte de puzzle, si vous voulez, qui s'était développé avec le temps, si bien qu'il n'y avait pas de passerelle entre le collège classique, par exemple, et une école secondaire. Quelqu'un qui quittait le collège classique n'avait à peu près rien où aller. C'était des silos, comme on disait, et donc une rigidité structurelle de notre système qui, encore une fois, était un obstacle à l'égalité des chances. Voilà pourquoi, en 1960, il a fallu entreprendre une transformation de notre système d'éducation en essayant de créer un système d'éducation public et le plus possible gratuit. C'était le grand défi des années 60-70. Et alors, il y a 4 institutions importantes qui ont été créées à ce moment-là et qui constituent le système d'éducation que nous connaissons encore aujourd'hui. C'est-à-dire, d'abord, les centres de petite enfance, les maternelles, et ceux qui précèdent l'école primaire, publics et gratuits ou partiellement gratuits. Et puis, au secondaire, la deuxième grande institution qui a été créée, c'est ce qui s'appelle la polyvalente au Québec. Créer la polyvalente dans les années 60 sur tout le territoire du Québec a été un événement extraordinaire. Parce que, à partir du moment où on remplaçait les écoles secondaires privées par les polyvalentes ouvertes à tous, publiques et gratuites, les élèves, les garçons et les filles de cette génération avaient la chance, pour la première fois, de compléter un cours secondaire et avoir la perspective d'aller plus loin. D'aller plus loin parce que, troisième institution qu'on a créée à cette époque-là, ce sont les cégeps. Et quatrième institution qu'on a créée, c'était l'Université du Québec sur le territoire du Québec. Laissons de côté pour le moment les polyvalentes. Nous sommes ici dans le 50e anniversaire du cégep. Parlons plutôt de ce qui s'est passé dans la création des cégeps et de l'université, c'est-à-dire de l'enseignement supérieur. Car ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a, dans l'histoire moderne du Québec, 3 années charnières, que j'appelle ainsi, c'est-à-dire les années 1967,
1968, 1969. Parce que c'est dans ces 3 années que s'est installé au Québec ce qu'on peut appeler notre enseignement supérieur. C'est à compter de 1967 que l'on a commencé à créer les premiers cégeps. Les 12 premiers cégeps ont été créés en 1967. Et en 1969, nous avions déjà créé 30 cégeps. Et en même temps, s'installait l'Université du Québec, dont on va reparler un petit peu tout à l'heure. Comment ont été créés les cégeps? Eh bien, évidemment, on avait la chance, dans beaucoup d'endroits, d'utiliser des institutions existantes, c'est-à-dire transformer les collèges classiques, transformer les couvents de filles, transformer ce qui s'appelait les écoles normales, utiliser les ressources physiques et humaines de ces institutions pour créer une nouvelle institution qui allait s'appeler le Collège d'enseignement général et professionnel de Cégep. Cela voulait dire des choses qui étaient apparemment extravagantes à l'époque. Parce que, pourquoi? Premièrement, les institutions dont on partait, dont nous partions, les collèges classiques, les couvents, étaient privés. Et de ces écoles privées, de ces institutions privées, on créait une institution publique, un cégep. Et un cégep qui n'était pas étatique, c'est-à-dire que le cégep ne relève pas de l'État directement au Québec. Les professeurs de cégep ne sont pas, comme en France, des fonctionnaires de l'État. Non. On a créé les cégeps comme une institution publique, c'est-à-dire avec un conseil d'administration pour chaque institution et une direction pour chaque institution. Deuxièmement, avec des institutions qui étaient payantes, tous les collèges, on a créé un cégep gratuit. Troisièmement, avec des institutions qui étaient faites pour les garçons et les filles séparément, on a créé un cégep mixte. Et quatrièmement, avec les cégeps qui étaient religieux, tous religieux, toutes ces institutions étaient religieuses, les collèges classiques étaient religieux, les écoles normales étaient religieuses, tenues par le clergé. Le cégep devenait une institution non confessionnelle, une institution qu'on peut appeler laïque. Se produisait la déconfessionnalisation des institutions publiques, des institutions privées, pour devenir le cégep public, non confessionnel, le public laïque. Et puis, autre grande transformation, c'est que les collèges et les couvents étaient, je dirais, clos sur eux-mêmes. Dans mon collège, on n'entendait jamais parler de ce qui se passait à l'extérieur du collège. Notre collège n'était pas en contact avec la société extérieure, alors que les cégeps se sont développés, eux, avec une relation étroite avec le milieu. Et finalement, un dernier grand point, et qui est bien important comme innovation, c'est que nos collèges, nos couvents étaient ce que j'appellerais unifonctionnels, tandis que le cégep est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois préuniversitaire et professionnel. Et c'est la grande innovation, c'est dans la même institution que l'on ait un enseignement qui se prépare à l'université et un enseignement qui prépare au marché du travail et qui soit en lien avec le marché du travail. Ce changement, la création des cégeps, s'accompagne il n'y a que quelques exceptions qui n'ont pas été créées comme ça. C'est votre cégep. Votre cégep de Montmorency, ici, a été créé sans institution existante. Il est le seul à être sorti de terre, comme ça, parce qu'il n'y avait pas ici de collège classique, il n'y avait pas de couvent important. Donc, votre cégep est une des exceptions à être sorti, à être inventé, créé vraiment, tel qu'il est. Et ce qui accompagne le développement du cégep, c'est évidemment, dans les années 60-70, à partir de 69, la création de l'Université du Québec. Car, pour la première fois, il y aura, à partir de 1969, des universités en dehors des grandes villes.
Jusqu'en 1969, les universités étaient à Québec, Montréal et une à Sherbrooke. À partir de 1969, des universités se créent à Chicoutimi, à Rimouski, à Trois-Rivières, en Abitibi, dans la Beauce, etc. Alors, ce qui est le grand thème de cette époque, c'est l'accès à l'éducation devient possible. On est sorti d'une société élitiste et on s'est engagé dans ces années, grâce au Cégep, grâce à l'Université du Québec, on s'est engagé dans un nouvel type de société, une société beaucoup plus égalitaire. Et la création des cégeps et de l'Université du Québec a transformé la société québécoise. La société québécoise de 2019, elle est très différente de celle de 1950-60. Comment? Eh bien, tout d'abord, parce que vous êtes là. C'est-à-dire que l'objectif d'ouvrir le système d'éducation à tous et à toutes, c'est réalisé en grande partie. Pas complètement. Il y a encore des exclus. Mais d'une manière extraordinaire, en 50 ans, on est passé d'un système de privilégiés à un large système largement ouvert. Pour vous donner une idée, mon collège classique de l'Assomption, dans ce collège, nous étions 300 élèves au maximum, et cela pour un cours qui durait 8 ans. Eh bien, aujourd'hui, vous avez des cégeps qui ont, comme ici, 8000 étudiants. À Rimouski, il y a 7000 étudiants. À Rivière-du-Loup, il y en a 3000. En Abitibi, il y en a 5000. On compte maintenant les étudiants de cégep, non pas par centaines, comme on comptait autrefois dans les collèges classiques, mais par milliers, par milliers. Et cela veut dire qu'il s'est produit, à cause de cégep, un grand changement économique du Québec. Parce que le système d'éducation, avec surtout son enseignement supérieur, a contribué à la prospérité du Québec, à la prospérité que l'on connaît aujourd'hui. Parce que l'université, le cégep ont permis à la société québécoise d'avoir une main-d'œuvre appropriée, d'avoir une main-d'œuvre adaptée au changement et une main-d'œuvre qui adaptait le changement, une main-d'œuvre qui adoptait le changement et qui le faisait, une main-d'œuvre de différents niveaux dans l'emploi, dans le système de l'emploi. Et ce qu'est l'économie québécoise aujourd'hui, tellement différente de l'économie de 1960, est en grande partie due à cette transformation des choses. Et cela veut dire aussi que les Québécois, de toute origine, les Québécois ont beaucoup plus pris en charge leur économie québécoise que ce n'était le cas en 1950-60. À cette époque, une grande partie de l'économie québécoise était entre les mains d'intérêts étrangers. Aujourd'hui, depuis 1950, l'économie québécoise a été prise en main par les Québécois eux-mêmes, en grande partie grâce au système d'éducation et en grande partie aussi dû à d'autres institutions financières. Et la transformation aussi de la société québécoise se fait sur le plan culturel. Grâce au système d'éducation, on a vu se développer un monde culturel au Québec qui est bien incomparable avec ce qu'il y avait en 1950, c'est-à-dire le théâtre aujourd'hui s'est développé comme il n'était pas possible de penser à l'époque. Les orchestres, la musique, et à tous les niveaux, la littérature, le nombre de romans qu'on publie chaque année. Il y a au Québec une activité culturelle qui est le produit de cette grande transformation de la société. Et aussi, je dirais, le système d'éducation a changé les classes sociales au Québec. Ce qui est frappant,
depuis 50 ans, c'est l'augmentation de ce qu'on peut appeler la classe moyenne, c'est-à-dire toutes les familles qui sont entre un certain niveau et un autre de revenus, et qui constituent finalement la majorité de la population québécoise. La société québécoise est une société qui n'a pas de grande bourgeoisie, qui n'a pas d'aristocratie. La société québécoise est une société qui n'a pas un prolétariat non plus. C'est une société qui est particulièrement égalitaire et cela est très frappant lorsqu'on vit ailleurs qu'au Québec, en Amérique du Nord. Que ce soit aux États-Unis ou que ce soit dans le reste du Canada, le Québec est toujours frappant par son sens égalitaire, sa société égalitaire. Et puis, il y a un phénomène qui est lié à cela, c'est le développement de ce que j'appelle une classe intellectuelle au Québec, qui est due au fait que, depuis 1960 jusqu'à nos jours, est apparue ce qu'on appelle la profession d'enseignant, la profession de professeur de collège et d'université. En 1950, en 1960, la profession de professeur n'existait pas. Ceux qui enseignaient dans les collèges étaient des prêtres, des curés, et ceux qui enseignaient dans les couvents étaient des religieuses. Ce n'était pas une carrière d'enseignant. Et dans les universités commençait à peine la notion de professeur de carrière en 1950, quand j'ai commencé à étudier, quand j'ai commencé à enseigner. Depuis, les cégeps, dans les cégeps, dans les 48 cégeps du Québec, dans les collèges du Québec, s'est installé un corps de professeurs que je trouve extraordinaire. Je suis un admirateur de vos professeurs. Je suis un admirateur du corps professoral qui s'est identifié au cégep, qui a fait du cégep son affaire et qui constitue une classe intellectuelle qui, maintenant, est présente dans la société de toutes sortes de manières, présente comme auditoire dans les théâtres, dans les salles de concert, mais aussi présente par ses écrits, présente par sa parole. Et puis, ces cégeps ont créé une classe intellectuelle en même temps que les universités l'ont fait, de professeur, la carrière de professeur. Au Québec, depuis 1960, la carrière de professeur de collège et de l'université est une innovation qui a transformé notre société. Un dernier élément qui a joué un rôle très important, c'est la gratuité. La gratuité parce que c'était le projet au tout début des années 60 que le système d'éducation québécois soit gratuit parce qu'il est public. Et c'est ainsi que s'est institué un système d'éducation gratuit jusqu'à la porte de l'université. Et encore, aujourd'hui, les frais à l'éducation de l'université sont les moins en Amérique du Nord. J'ai là ici, par exemple, le témoignage d'une jeune femme qui a fait son cours de droit à l'Université de Toronto. Et elle dit, je sors de mes études avec une dette de 200 000 $. Ça va me prendre 25-30 ans pour rembourser cette dette. Cette dette est pour moi un poids financier, mais aussi un poids moral et un poids symbolique terrible. Et elle dit, si j'étais québécoise, si j'avais pu fréquenter l'Université McGill, l'Université de Montréal, au lieu de payer 35 000 $ par année de frais de scolarité, j'aurais payé 4 000 $ de frais de scolarité. Ce qui veut dire que c'est au Québec que les droits de scolarité à l'université sont les plus bas en Amérique du Nord. Et cela est en bonne partie dû à vous, les étudiants, ou à ceux qui vous ont précédés. C'est-à-dire à vous, étudiants qui vous ont précédés. Lorsque, en 2012, le gouvernement du Québec a voulu hausser les droits de scolarité à l'université. Et qui s'est opposé à cela? Ce sont les étudiants.
les étudiants des cégeps, les étudiants de l'université, qui ont entrepris ce qu'on appelle maintenant le printemps érable de 2012, qui ont fait grève, qui ont marché dans les rues et qui ont amené finalement le gouvernement à reculer. Et c'est grâce à ce mouvement étudiant, accompagné par beaucoup de mouvements de professeurs aussi, c'est grâce à ce mouvement d'étudiants-professeurs que les frais de scolarité au Québec, à l'université, sont ce qu'ils sont. Cela me mène tout de suite à regarder rapidement l'avenir. Pourquoi? Parce que, bien sûr, ce dont je viens de parler, c'est ce qui nous amène aujourd'hui, mais quel est l'avenir pour nous ici? Ici au Québec, ici dans le monde? Eh bien, évidemment, c'est toujours plus difficile de parler de l'avenir que du passé, mais il y a quand même quelques grandes tendances que l'on connaît déjà et qui vont faire l'avenir. Parce que, il y a une chose certaine, c'est que d'ici 50 ans, il y aura encore de très grands changements. Je vais vous avouer quelque chose, ne le dites pas aux autres, mais quand j'avais votre âge, quand j'étais collégien, je m'imaginais, en 1940, que les 50 années qui s'en venaient allaient être exactement les mêmes, que la société québécoise allait être la même en 2000, 2010 qu'elle était en 1940, que ça n'allait pas changer. J'avoue ma grande naïveté. Eh bien, je sais que vous n'êtes pas naïf. Vous savez que ça va changer. Vous savez mieux que moi que je le savais à l'époque. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, il y a 3 grandes tendances qu'on connaît déjà, que vous connaissez mieux que moi d'ailleurs. Les grands changements de la technologie. Ils sont déjà là. Nous sommes déjà engagés dans une immense révolution technologique, à tous égards, avec la numérisation, le téléphone intelligent, la robotisation, etc. Et le développement des sciences et de la technologie est engagé. C'est une course en avant qui ne s'arrêtera pas à moins d'une catastrophe. Et donc, on peut s'attendre à un grand changement dans le monde du travail, dans l'éducation, dans la culture, avec cette introduction dans nos vies de la technologie sous toutes ses formes, y compris dans nos vies privées, là où peut-être ce sera le plus dangereux. Deuxième grand changement, bien, vous le connaissez bien sûr, et vous y êtes engagé, c'est la crise climatique que nous connaissons, qui est engagée maintenant, et vers quoi nous allons, ben, selon les prévisions, ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'il y aura de grandes transformations. Et en particulier, ce qui va nous toucher, c'est l'eau. À certains endroits de la planète, il y aura trop d'eau. À d'autres endroits de la planète, il n'y aura pas assez d'eau. Il y aura peut-être la guerre de l'eau. C'est une des parties importantes de ce qui va se passer dans ce développement. Et le troisième grand changement, c'est évidemment accompagnant la crise climatique, mais autre chose aussi, c'est l'immigration. Le mouvement d'immigration est engagé surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale et on ne peut pas arrêter l'immigration. Ce qui veut dire que on voit se former une population de plus en plus mixte, comme vous l'êtes ici, semble-t-il, dans ce collège, où vous êtes une population multiculturelle, ce qui est remarquable. Et, eh bien, c'est d'ici, par exemple, en l'an 2070, quelle sera l'image de la population québécoise, quelle sera l'image de la population canadienne, avec l'immigration qui va continuer à travers cette période. Voilà de grands changements que vous allez connaître. Je suis personnellement un homme du 20e siècle, vous l'avez compris. J'ai vécu le 20e siècle. Vous êtes nés, pour la plupart d'entre vous, avec le 21e siècle. Eh bien, c'est votre défi de vivre ces changements-là. Avec ce qu'on vous laisse de pas pire et de très mal. Mais il y a, me semble-t-il, une institution importante
dont je veux vous parler en quelques minutes, qui me paraît être une institution à développer et à vitaliser pour faire face à ces grands changements, et c'est la démocratie. Ça vous étonne peut-être que je dise ça parce que, bien sûr, nous vivons dans une démocratie au Québec. Nous avons cette chance, nous avons ce privilège, ce qui n'est pas le cas dans bien d'autres pays. Nous avons le droit de vote, on va peut-être l'exercer prochainement, nous avons, nous avons le privilège de la vie démocratique. Mais ce que je veux dire, c'est que la démocratie a beaucoup plus de potentiel que ce que nous utilisons de la démocratie. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, la démocratie, ce n'est pas seulement le droit de vote, c'est aussi les libertés dont nous jouissons. Liberté de parole, liberté de déplacement, comme nous voulons, liberté de voyage à l'extérieur. On part, on rentre, on a la liberté. Ce n'est pas dans tous les pays que ça existe. Et en particulier, nous avons la liberté d'association. Et celle-là, à mon avis, elle est fondamentale parce que c'est au cœur de la démocratie, cette liberté d'association. C'est cette liberté d'association qui nous permet de faire en sorte que notre parole peut être entendue lorsque nous nous regroupons dans des associations, quelles qu'elles soient, que ce soit un syndicat, que ce soit une association de quartier ou que ce soit une organisation non gouvernementale de toutes sortes. La société démocratique ouvre la porte, permet à ces associations d'être vivantes. Et c'est la vitalité de ces associations qui fait la vitalité d'une démocratie. Et cela parce que la liberté d'association permet des solidarités qui sont importantes pour faire que, grâce à la démocratie, nous pouvons quand même contribuer à faire notre avenir individuellement. La démocratie nous permet d'avoir des projets personnels. La démocratie nous permet de faire des projets collectifs. La démocratie nous permet de critiquer le gouvernement, de nous critiquer entre nous, ce qui n'est pas permis dans beaucoup de pays. Il y a des endroits du monde où des jeunes et des adultes se battent au nom pour avoir la démocratie, que ce soit à Hong Kong ou que ce soit en Algérie, en Chine, en Russie. Il y a en Chine on ne sait même pas combien de Chinois qui sont morts à la place Tiananmen au nom de la démocratie. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que la démocratie, c'est une société, c'est un mode de société de la responsabilité. Chacun doit prendre ses responsabilités, non seulement au moment du droit de vote, d'exercer le droit de vote, mais de prendre ses responsabilités en tant que membre d'association. Et ce que je souhaite à vous, à chacun de vous, si vous voulez être heureux, je vous donne 2 recettes de bonheur. La première, c'est dans cette démocratie, ayez une cause ou des causes. Adoptez une cause ou adoptez des causes. C'est toujours possible dans la démocratie, c'est ce qui est possible, non seulement possible, mais c'est souhaitable. Et quand on travaille à une cause, c'est souvent à soi-même qu'on donne le plus de bonheur, beaucoup plus qu'à ceux pour qui on travaille. Et la démocratie est le lieu où chacun de nous peut prendre ses causes individuelles et collectives. Or, il se trouve que dans le monde, le nombre de causes est innombrable. Bien sûr, c'est l'environnement. Bien sûr, ça peut être la langue française. Bien sûr, ça peut être le quartier. Bien sûr, ça peut être une nouvelle entreprise. Mais
prenez des causes. Et deuxième recette du bonheur, c'est la curiosité intellectuelle. J'ai souvent dit, en terminant mes cours à mes étudiants à l'université, j'espère que ce que vous garderez de mon cours, ce n'est pas tellement les notes et ce que je vous ai appris, mais c'est surtout peut-être, j'espère, que j'aurai éveillé ou entretenu chez vous la curiosité. Croyez-moi, garder la curiosité, l'entretenir, la curiosité intellectuelle, ça s'entretient. Et c'est une des recettes de longévité. J'ai 95 ans et je suis encore curieux et je pense que c'est ce qui contribue à mon bonheur. Donc, je termine en disant que un des témoignages les plus importants que j'ai pu entendre dans ma vie, c'est le témoignage des professeurs de cégep. Et je reviens à eux parce que lorsque nous avons créé les cégeps dans les années 67, 68, 70, quelques années après la création des premiers cégeps, une délégation française est venue ici en disant « On voudrait bien savoir ce que c'est que ces cégeps. Voulez-vous nous expliquer ?» Alors, ils ont fait le tour de ce qui existait. Et nous les avons rencontrés après leur visite. Et là, ils nous ont dit « C'est très intéressant, mais vous avez un problème grave. C'est que les professeurs de cégep seront tous des hommes et des femmes frustrés parce qu'ils vont enseigner au cégep. Ils voudront tous enseigner à l'université. Et l'université ne leur sera pas ouverte. Et alors, vous allez créer un corps de professeurs frustrés. » Alors, malheureusement pour les Français, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce que je constate, parce que j'ai le privilège d'être en contact avec des professeurs de cégep de différentes manières, maintenant, je suis beaucoup plus heureux avec les professeurs de cégep qu'avec les professeurs de l'université, je le reconnais. Il y a une vitalité chez les professeurs de cégep et surtout, je le disais au début de ma conférence et je termine là-dessus, les professeurs de cégep, les administrateurs de cégep, les responsables du personnel se sont identifiés au cégep. Et je connais beaucoup de professeurs de cégep, aucun d'eux n'envie le professeur d'université, aucun d'eux. Parce que la situation de professeur d'université est devenue de plus en plus difficile. Alors que l'enseignement de l'cégep est souvent une source de grand bonheur, de grande joie pour les professeurs. Et j'admire comment ils se sont identifiés à cette institution. Et si les collèges sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est dû au fait que depuis 50 ans, vos enseignants n'ont cessé de hausser la qualité de leur enseignement. Depuis 50 ans, les administrateurs et les professeurs n'ont cessé d'avoir de l'imagination pour ouvrir de nouvelles options professionnelles en lien avec le marché du travail, en lien avec les besoins de la communauté, en lien avec la société environnante, en lien avec le milieu. C'est une des grandes caractéristiques du cégep, c'est ce qui fait son succès. Et je termine simplement en rendant hommage à ceux qui, depuis 50 ans, ont fait les cégeps et l'université comme telle qu'elle est aujourd'hui, ont fait notre enseignement supérieur et à la fois enseignants et administrateurs. Merci d'avoir accepté de m'écouter.
Merci énormément, M. Rocher, pour ce témoignage absolument émouvant, pour ces propos inspirants. Vous êtes à l'image de ce que nous sommes et de ce à quoi nous aspirons. Vous êtes marqueur de passion, un homme déterminé, vous l'avez bien dit. Devant nous, on a eu la chance. Vous avez tracé un siècle d'histoire. Vous avez parlé des conjonctures et des contextes. Et je retiens, et c'était un peu la finale de votre présentation, qu'au-delà de ça, ce sont les hommes et les femmes qui forgent et qui font les sociétés. Alors, vous êtes un de ceux qui nous inspirent pour construire les 50 prochaines années. Merci, M. Rocher. Merci. C'est un moment particulièrement important pour moi aujourd'hui et j'avais promis, M. Rocher, de ne le dire à personne, mais de me retrouver, moi, nouveau directeur général du Collège Montmorency, près de vous. Je vais retenir. Je peux être émotif. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ben oui. Je suis avec vous. Alors, c'est merveilleux, vous êtes mon cadeau. Je veux vous dire que vous êtes un homme bardé de diplômes, vous avez fait rayonner le savoir québécois, la sociologie, mais l'humanisme québécois à travers le monde. Vous avez parlé de société égalitaire tantôt. Humblement, on aimerait vous rendre hommage aujourd'hui, et je le fais au nom de la communauté montmorencienne, en vous décernant un diplôme d'études collégiales honorifique du Collège Montmorency. Notre cégepien d'honneur. Je fais partie des anciens, désormais. Voilà. Est-ce qu'on je suis prêt à payer ma cotisation? Là, je pense qu'on va passer à la payer votre cotisation, payer les frais d'admission, tout ça. Regarde, on va pouvoir prendre une photo. Non, mais je vous laisse vous rasseoir. On fait la période de questions, je pense. C'est bon, on part avec ça. Je pense. Je vais s'asseoir. Ça va? Non, une petite période de questions. Je vais reprendre, je le mets en plus. Alors, il y a une période de questions qui va suivre. Martine? Est-ce que vous restez prise? Peut-être. OK. Je suis là. Oui, merci beaucoup, M. Rocher. C'est extraordinaire. La période de questions commence. Il y a des micros dans la salle, 2 ou 3 micros. Donc, si des personnes veulent bien s'approcher afin de poser des questions. Je vois personne au micro. Oui? Oui, alors, merci beaucoup pour votre présentation, M. Rocher. Une chose que j'aimerais avoir dans vos réflexions, c'est la place qui était prévue ou perçue, ou à laquelle vous avez réfléchi pour la recherche au niveau collégial. Ah, bien bonne question, en effet. Oui, en effet, vous avez bien raison. C'est très intéressant parce que, voyez-vous, quand les cégeps ont été créés, on ne pouvait pas imaginer en 1960 qu'ils allaient être des lieux de recherche. Les cégeps ont été créés comme des lieux d'enseignement, point. Et plus que ça, les cégeps ont été créés comme un niveau intermédiaire entre le secondaire et l'université, mais complètement différent, sans lien avec le secondaire et l'université. Or, ce qui s'est passé, c'est que la maturité des cégeps a fait qu'un jour, on a dit « Ah non, ce n'est plus tout à fait un groupe seulement intermédiaire, un niveau intermédiaire, mais voici que le collégial fait partie de l'enseignement supérieur. » Et avec l'universitaire, on parle maintenant de l'enseignement supérieur collégial universitaire. Et c'est dans ce contexte que la recherche a commencé à se développer dans les cégeps. Et j'ai d'abord une grande admiration pour la recherche pédagogique qui se fait dans les cégeps, parce que, je ne sais pas si vous, étudiants, vous le savez, mais vos professeurs d'ici et d'ailleurs font beaucoup de recherches sur la pédagogie collégiale. Chaque année, il y a des centaines de professeurs de collège qui se réunissent pour parler pendant 3 jours ou 4 jours de pédagogie collégiale.
on ne réunirait pas 10 professeurs d'université pendant une demi-journée pour parler de pédagogie universitaire. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais les professeurs de collège ont dit la même chose. Et j'ai eu l'honneur d'être invité à quelques reprises à parler à cet auditoire de professeurs de collège qui s'intéressent à la recherche pédagogique. Mais il y a maintenant, pas seulement la recherche pédagogique, il y a la recherche en général qui est en train de se développer. Et que ce soit ici ou à Rimouski ou à Chicoutimi, on sent qu'il y a un mouvement de recherche qui s'est installé dans le cégep. Et ça, je crois que c'est un gage d'avenir. Et cela fait partie, à mon sens, de l'enracinement des cégeps dont je parlais. C'est la possibilité maintenant que des professeurs de cégep soient engagés dans des projets de recherche individuellement et collectivement. Merci. On peut passer à une autre question? Alors, c'est un commentaire, un rajout que je voudrais faire. J'ai enseigné longtemps dans les collèges et ce qui m'apparaît aussi riche, c'est la mixité dans le corps enseignant. C'est une des raisons pour lesquelles j'y suis restée. Alors, c'est la possibilité qu'on offre à des jeunes comment faire, de travailler autant avec des hommes qu'avec des femmes, ce qu'on n'a pas au primaire et au secondaire. Vous avez bien raison, et je ne l'ai pas mentionné, mais un des grands changements que le système d'éducation moderne a apporté au Québec, c'est la poussée des femmes dans la société québécoise. C'est grâce à ce développement qu'il y a ici autant de femmes, de filles qu'il y en a. C'est pour ça que la présidente de votre conseil d'administration ici est une femme, par exemple. Les femmes étaient presque dénuées de droits dans les années 40-50. Ce n'est que dans les années 40 que les femmes au Québec ont eu le droit de vote. Jusqu'avant les années 40, les femmes étaient considérées comme des mineures, à la fois juridiquement et sociologiquement et politiquement. Maintenant, les femmes sont à l'égalité comme citoyennes. Mais plus que ça, dans la société québécoise, les femmes ont pris leur place de plus en plus. Nous n'en sommes pas encore à l'égalité, hélas, à l'équité salariale dans bien des endroits. Mais il y a une poussée extraordinaire. Je suis le père de 4 filles et le grand-père de 4 petites filles. Alors, je suis toujours touché par ce que mes filles sont pu devenir, par ce que mes petites filles sont devenues, et par la génération de femmes qui est montée. Cela, c'est un grand changement dans la société québécoise, culturellement, sociologiquement et politiquement. Et il y a même eu une femme premier ministre du Québec. C'était impensable en 1950. Oui, merci. Une autre question? Oui, bonjour, Monsieur Rocher. Je vais commencer en vous remerciant parce que je suis moi-même issue de vos héritages. Je suis la première récipiendaire d'un DEC dans ma famille. Je suis la première bachelière, la première qui a obtenu sa maîtrise à l'UQAM. Et c'est suite à mon passage au cégep que j'ai décidé de moi-même devenir professeure au cégep. Donc, merci pour ça. Je suis contente de voir dans mes classes des étudiants qui viennent de partout à travers le monde et qui, eux aussi, ont la chance de pouvoir avoir une éducation de qualité, très accessible. Donc, ma question étant celle-ci, je me demandais, dans la formation collégiale qui a évolué beaucoup à travers les 50 dernières années, je me demandais comment vous perceviez la façon dont certains politiciens ou administrateurs désirent remodeler, dans le fond, la formation générale qui était au cœur de la formation des cégeps, cette formation très humaniste,
et en supprimant dans certains cas, certains cours complémentaires dont ont accès les étudiants, ou encore la diminution des cours de philosophie dans la formation générale, ou encore, dans certains cas, on parle même de donner des diplômes très techniques sans formation générale aux étudiants. Donc, je me demandais quelle était votre position par rapport à ça. Merci. C'est très clair. Oui. Écoutez, je pense que plus que jamais, pour les années qui viennent, pour le siècle dans lequel on est engagé, plus que jamais, l'exigence de culture générale qui est au début, qui fait partie des débuts du cégep et qu'on essaie de sauver, malgré des tendances utilitaristes qui sont toujours là, bien sûr, mais la nécessité d'une culture générale, nécessité de l'enseignement de la philosophie, de la littérature, de l'histoire, de la sociologie, tiens. Eh bien, oui, c'est essentiel. Et cela autant pour les options professionnelles, en particulier pour les options professionnelles aussi, que pour les étudiants qui se préparent à l'entrée à l'université, parce que nous entrons dans un monde où la culture sera de plus en plus importante professionnellement, c'est-à-dire d'être capable de, par exemple, de voir les choses dans des contextes autrement que dans une petite perspective purement professionnelle, de voir les choses d'une manière historique, de voir les choses d'une manière sociologique, de voir les choses d'une manière artistique, je trouve, professionnellement, pour le marché du travail, qui va être un marché de communication de plus en plus, où le travail manuel disparaît, mais où le travail intellectuel, cognitif, mémoire, imagination devient important, et donc la culture. Et en plus de cela, le bonheur de vivre, le bonheur de profiter de ce que la société nous offre, d'activités, maintenant on dit d'industrie culturelle, c'est vraiment un peu incohérent, mais et donc, oui, de profiter de ce que la société nous offre, d'avoir le plaisir de lire les derniers romans, d'avoir le plaisir d'aller à des concerts, d'aller au théâtre. Oui, c'est... Voilà. Et, voyez-vous, j'ai participé, il y a déjà près de 40 ans de cela, à la fondation d'une troupe de théâtre. Je suis un peu comédien, bien sûr, mais c'était pas moi le comédien. Mais j'ai participé à la fondation d'une troupe de théâtre qui s'appelle le Théâtre Ubu. Peut-être que vous le connaissez. Le Théâtre Ubu existe depuis près d'une quarantaine d'années. C'était un théâtre d'abord expérimental, c'est devenu un théâtre important maintenant, un théâtre Ubu. Or, en 1960-70, quand nous avons créé le Théâtre Ubu, eh bien, le Théâtre Ubu jouait un soir devant des salles à peu près vides. Ma femme et moi, on allait dans la rue, on allait chercher quelques gens pour au moins qu'il y ait au moins quelques sièges occupés en avant, au moins, pour que les comédiens ne soient pas devant des salles vides. Bien, aujourd'hui, le Théâtre Ubu joue 15 soirées, la salle est toujours pleine. Ce qui veut dire que ce n'est qu'un exemple parmi bien d'autres, la vie théâtrale québécoise, à Montréal, mais à Sherbrooke et aussi à Rimouski, elle est très vivante. Je sais que, par exemple, vous allez entendre ici, dans cette salle, la pièce de Denise Boucher, Les Fées ont soif, qui va être jouée ici le 11 octobre. Je vais essayer au programme. Ça, j'en reviens pas. Les Fées ont soif, c'est une pièce qui a fait un scandale quand elle est sortie, parce qu'elle touche la Vierge Marie. Eh bien, maintenant, c'est dans une salle, la salle André Mathieu du Cégep Montmorency qu'on va jouer
dans quelques jours, les fées ont soif de Denise Boucher. Je trouve ça extraordinaire comme phénomène culturel. Eh bien, voilà, je réponds un peu largement à votre question, mais... Merci. On pourrait prendre une dernière question. 2 personnes veulent poser des questions? Bon, commençons par une. Bonjour. Moi aussi, pardon, je vais baisser ça parce que je suis un peu petite. Moi aussi, j'ai une reconnaissance de dette à faire. Je pourrais faire un peu la même que Janie, mais moi, je vais faire une reconnaissance de dette parce que je suis devenue sociologue. C'est en partie après vous avoir lu que j'ai eu envie de sociologie. Donc, vous avez été une de celles dont la curiosité a été nourrie, pas directement par des enseignements, mais par des conférences, des lectures. Donc, je vous en remercie profondément. Puis, j'essaie de passer le flambeau en faisant lire vos textes à mes étudiants. J'aurais aussi une question à vous poser, si vous permettez. Vous nous avez parlé du rôle des mouvements sociaux, du mouvement social de 2012 dans le maintien des frais de scolarité plus bas au Québec qu'ailleurs. Puis en conclusion, vous avez parlé de grandes transformations qui nous attendent, voire de crises. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur l'importance des mouvements sociaux dans ces transformations que vous voyez venir comme nous tous? Merci. Oui, vous avez bien raison. Ça fait partie de cette démocratie dont je parlais. Hein. On le sait en sociologie, les mouvements sociaux, il y a une sociologie des mouvements sociaux parce que les mouvements sociaux sont associés au changement social. Une partie des changements sociaux dans la société viennent des mouvements sociaux, qui viennent d'en bas. Et des mouvements sociaux de différentes manières. Ça ne veut pas nécessairement dire aller dans les rues, bien sûr, c'en est une. Les manifestations, comme on voit en ce moment. Bon, il y a des grandes manifestations, ce sont des mouvements sociaux pour sauver la planète à travers le monde. Il y en aurait ici à Montréal. Vous vous êtes engagé dans une semaine sur la question, ici, si je comprends bien. Donc, voilà, c'est ce que j'appelle le mouvement social. C'en est un mouvement social en faveur de la planète en ce moment. Mais les mouvements sociaux, ça peut être aussi bien d'autres choses. Ça peut être pour sauver l'allure d'un quartier, ça peut être pour sauver une maison patrimoniale, ça peut être pour promouvoir la langue française, ça peut être pour promouvoir une pièce de théâtre, etc. Ça peut être bien des choses. Et c'est donc, les mouvements sociaux, c'est un mécanisme de changement social très important. Et ça, toute la sociologie, je peux dire, toute la sociologie nous l'enseigne et en fait constamment la preuve. Merci. Êtes-vous d'accord pour une toute dernière question, monsieur? Bonjour, monsieur Rocher. Bonjour. Considérant que le cégep est un incubateur de mouvements sociaux, pour y avoir été moi-même, que ce soit par rapport au changement climatique présentement, que ce soit par rapport aux grèves sur les stages, que ce soit par rapport à tout ce qui s'est passé en 2012, présentement, l'importance du français dans les cégeps, moi, c'est un aspect que j'aimerais aborder puisque je travaille ici en francisation. J'aimerais savoir un peu par rapport à la loi 101. On a déjà discuté de l'étirer dans le réseau cégepial, collégial en fait. Je veux savoir un peu en termes de francisation et en termes de la place du français au cégep, comment est-ce que vous le voyez, surtout considérant les transformations qui s'en viennent dans la société, dans toutes les sociétés occidentales finalement. Là. Donc je voulais savoir un peu ce que vous pensiez de ça. Bien, bon, on peut s'interroger, est-ce que la loi 101 devrait s'appliquer non seulement pour l'entrée à l'école primaire et secondaire, mais aussi au cégep. La question a été beaucoup débattue, elle est encore. Bon, les positions sont variables. Moi, à un certain temps, j'étais en faveur d'ouvrir, c'est-à-dire que la loi 101 s'applique aussi à l'entrée au cégep. Bon. Mais je me suis fait je me fais critiquer, mais bon. Sauf que ce qui me frappe, c'est peut-être pas la loi qui est importante, mais c'est l'importance que l'on accorde dans la culture québécoise, que l'on accorde dans l'enseignement à la qualité de la langue. La loi, c'est la loi.
Et j'ai travaillé pendant 30 ans avec des juristes dans la faculté de droit de l'Université de Montréal. Donc, j'ai une opinion, disons, conditionnelle sur l'effet de la loi. Mais en tant que sociologue, je crois à l'importance des mouvements sociaux, je crois à l'importance de ce qui se fait à la base. Et je crois à l'importance de la qualité de l'enseignement de la langue par les professeurs, mais entre étudiants aussi. Et là-dessus, je suis obligé de dire que depuis 50 ans, nous n'avons pas amélioré notre français québécois, me semble-t-il. Et je crois que nous avons un travail à faire pour non pas seulement que le français soit la langue du Québec, mais que le français soit une belle langue du Québec. Et nous n'avons pas, j'observe, nous n'avons pas suffisamment la fierté de la belle langue du Québec. Là-dessus, je suis obligé d'être pessimiste. Parce que, bon, je le dis en toute sincérité, par exemple, j'écoute Radio-Canada depuis 100 ans. Eh bien, la qualité de la langue française à Radio-Canada n'est plus ce qu'elle était il y a 100 ans. La qualité de la langue française chez les intervieweurs, chez les analystes. Non, malheureusement, nous n'avons plus la langue française que nous avions quand nous parlions du français de Radio-Canada comme un modèle à l'époque. Il y a un temps où Radio-Canada était le modèle de la langue française. Ben, je n'ose plus dire ça maintenant. Je n'ose plus dire à mes amis, eh bien, écoutez, Radio-Canada, c'est là qu'on a le meilleur français. Pas du tout, malheureusement. Ce qui me frappe, quand il y a eu un incendie et qu'on va dire, ben, on va demander aux voisins, pauvre voisin, qui n'est pas capable de faire une phrase complète. Nous avons perdu le sens de la phrase complète. Et ça, c'est très grave. Et je crois que quand nous étions collégiens, on nous forçait à la rhétorique, à parler. On nous forçait à ce qu'on appelait à l'époque le bon parler français. C'était l'expression. On a fait de grands efforts, quand j'étais jeune, pour franciser les sports, par exemple. Quand je suis arrivé au collège de l'Assomption, on parlait presque en anglais du hockey. On avait des pucks, on avait des goals, on avait des goalers. Au baseball, c'était la même chose. On avait des pitchers, on avait des catchers. Et puis, il y a eu un mouvement, on dit non. Il y a des termes français pour pitcher, pour goaler. C'était la préoccupation d'un pardon. Et je me souviens que tous nos professeurs nous disaient, quand on nous forçait à parler dans la classe, disaient, ta phrase, c'est un sujet, un verbe, un complément. Il te manque quelque chose, là. Bon, la phrase complète. Eh bien, je dirais que c'est pas seulement la loi. C'est un grand effort collectif que nous avons à faire pour pouvoir dire à ceux qui viennent de l'étranger, qui veulent vivre avec nous, nous avons ici un français qui mérite d'être appris parce qu'il est beau. Et que ce français, il correspond à une culture québécoise avec laquelle il est en accord. Que le français au Québec n'est pas seulement une langue de communication, mais que c'est aussi une langue de culture. C'est une langue qui est reliée à notre culture du 19e siècle québécois, qui est reliée à notre histoire québécoise,
une langue qui nous vient de Champlain, une langue qui nous vient d'Henri Bourassa, une langue qui nous vient de Papineau. Nous avons eu ainsi des héros de langue française et je nous souhaite d'en avoir encore beaucoup. Merci. Alors, je voulais clore avec une phrase complète. Merci exceptionnel à M. Rocher. Ce fut, je pense, une joie immense de l'avoir avec nous pour l'entendre. Vraiment, il n'y a qu'un mot. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à vous.